Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 juillet 2021 pour le 244e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, l'évolution de la situation en Ukraine, mais je vais revenir aussi sur le dossier du MH17 puisque a eu lieu la cérémonie commémorative des 7 ans de la catastrophe, et je vais aussi vous parler du dépôt de plainte de la Russie contre l'Ukraine auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, une première. Sur le plan militaire, du 10 au 16 juillet 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 28 reprises, donc on est un petit peu moins qu'il y a 15 jours, durant lesquels elle a tiré 320 munitions, donc là par contre on est à quasiment le double, dont 5 obus d'artillerie de 122 mm et 126 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est en hausse. Du 17 au 23 juillet 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 26 reprises, donc une très légère baisse, durant lesquelles elle a tiré 302 munitions, là aussi baisse très légère, dont 77 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à moins, mais je suis toujours pas très rassurée, je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 52 munitions, dont 27 obus de mortier de 120 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs sur 2 semaines ont tué un soldat de la RPD, en ont blessé 8 autres. Ils ont aussi endommagé 15 habitations, une école et une sous-station électrique, je vais y revenir un peu plus en détail. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 5 morts et 9 blessés. Ça continue. Et pourquoi je suis pas très optimiste, c'est parce que l'armée ukrainienne continue non seulement de déployer des armes lourdes près de la ligne de front, mais en plus quand on regarde le calibre, si vous voulez, c'est pas des lance-pierres. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 20 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, à savoir dans le détail, on a quand même 2 systèmes de lance-roquettes multiples Smerch, c'est quand même du 300 mm. C'est pas du petit machin. On a 4 obusiers automoteurs Akatsiya de 152 mm, un canon anti-char Rapira de 100 mm, un système de défense antiaérien Zhukha, 2 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 9 véhicules de combat d'infanterie type BMP et un véhicule blindé de réparation-évacuation type BREM. Et il faut rajouter à tout ça 7 systèmes de défense antiaérien Buk qui ont été repérés en gare de Mariupol et Konstantinovka, 2 systèmes de défense antiaérien S-300 qui ont été repérés là aussi à la gare de Konstantinovka, un obusier Javelin B de 152 mm et un obusier MSTA-B de 152 mm à la gare de Sieleznevka, donc ça c'est pas bon du tout. Je sais pas ce qu'ils comptent dézinguer avec des S-300, les drones de l'OSCE, je sais pas. Bon, pour cacher tout ça, bien sûr, l'armée ukrainienne a brouillé à plusieurs reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre, comme d'habitude, la petite carte. Je pense que ça se passe de commentaires. Et comme vous avez pu le voir en début de site-rep, on a eu quand même pas mal de destruction en 2 semaines. Le plus gros a eu lieu la semaine passée, le 12 juillet au matin, quand l'armée ukrainienne a bombardé le village de Golmovski, qui est en périphérie de Gorlovka, à coups d'artillerie lourde de 122 mm. Les tirs ont endommagé quand même 8 habitations, une école et une sous-station électrique, ce qui a privé quand même plus de 5000 foyers d'électricité. Je vais vous montrer les photos qui ont été prises par la représentation de l'RPD au sein du CCCC, donc c'est le Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu. On voit les dégâts, entre autres sur l'école. La taille des cratères ne laisse aucun doute sur le calibre utilisé, c'est quand même pas des petits cratères. Et puis on a clairement pas mal de dégâts sur plusieurs habitations, principalement les façades et les fenêtres qui ont souffert. Et la sous-station électrique, elle par contre, c'est le toit qui a été grièvement endommagé par un obus. Ils n'ont pas fait dans la dentelle, je veux dire, c'est des zones purement résidentielles, les endroits où ils ont visé. L'Ukraine a de nouveau fait la sourde oreille quand la RPD a tenté d'utiliser le mécanisme de coordination pour faire cesser ces tirs d'artillerie contre les zones résidentielles. Donc puisqu'ils jouent les sourdingues, on leur a tiré dessus, pour faire cesser les tirs. Ces tirs auraient tué un soldat ukrainien et en ont blessé un autre. La milice populaire de l'RPD a aussi abattu un drone de l'armée ukrainienne qui servait, semble-t-il, à corriger les tirs d'artillerie contre Golmovski. Ils l'ont abattu au moment où il tentait de franchir la ligne de front, donc il n'a même pas eu le temps
de beaucoup servir. Je vais vous parler, on va dire, politique, Russie, RPD, puisque la semaine dernière, donc en RPD, a eu lieu le forum Russie-Donbass Unité des priorités, qui a été organisé par le Centre russe en coopération avec le parti Russie Unie. Donc j'ai fait un reportage, vous pourrez aller le voir sur la chaîne YouTube de Donbass Insider. Je vous encourage à aller le regarder, c'est assez intéressant. Donc ce forum, c'est quand même déjà le 3e concernant l'intégration du Donbass avec la Fédération de Russie, était, comme son nom l'indique, principalement axé sur les priorités communes en matière de développement économique, scientifique, technologique, soutien à la jeunesse, protection des compatriotes à l'étranger, ça c'était vraiment le gros sujet, en matière de sécurité, éducation, culture, santé, enfin on a vraiment eu tout qui a été abordé. Il y a à peu près 800 personnes qui y ont assisté, ça a eu lieu le 15 juillet 2021 à Donetsk. Il y avait des membres du gouvernement de la RPD, des représentants de la RPL, de l'Ossétie du Sud, plusieurs députés russes du parti Russie Unie, qui donc je le rappelle est le parti du président Vladimir Poutine. On avait entre autres le premier vice-président du comité de la Douma d'État concernant la CEI, l'intégration eurasiatique et les relations avec les compatriotes, Viktor Vodolatsky, donc c'est quand même pas n'importe qui, je veux dire c'est pas le petit député quoi. On avait le député qui est aussi coordinateur du comité d'intégration Russie-Donbass, qui est quand même Andrei Kozenko, qui vient très souvent. Bon, le sujet majeur, comme je l'ai dit, fut bien sûr la manière dont la Russie protège ses compatriotes hors de ses frontières, un sujet plus que jamais d'actualité, vu qu'entre la RPD et la RPL, on en est déjà à plus de 611 000 personnes qui sont désormais citoyens de la Fédération de Russie, des citoyens russes que l'Ukraine continue de bombarder quotidiennement, je rappelle quand même, ce qui représente comme un petit risque pour Kiev au bout d'un moment. Les députés du parti Russie Unie qui étaient sur place ont été unanimes pour dire que non seulement la Fédération de Russie soutient le Donbass, mais que ce dernier est même une source d'inspiration pour les autorités et les députés russes. Ainsi, on a Vodolatsky qui a expliqué que le Donbass a été le générateur et l'inspiration pour une bonne quinzaine de lois concernant les compatriotes qui ont été adoptées au niveau fédéral en Russie. Et pour lui, c'est grâce aux habitants du Donbass qu'aujourd'hui de nombreux Russes ethniques qui se sont retrouvés hors des frontières de la Fédération de Russie suite à l'effondrement de l'URSS. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui ils veulent et qu'ils peuvent devenir des citoyens russes. Il a aussi souligné l'importance que revêt la possibilité pour les habitants du Donbass qui ont obtenu la citoyenneté russe de pouvoir voter lors des prochaines élections pour la Douma d'État. Ces députés qui seront élus en partie grâce aux voix du Donbass devront écouter et résoudre les problèmes de la population de la RPD et de la RPL. Ils vont devoir rendre des comptes à leurs électeurs. C'est d'ailleurs en se basant sur des propositions d'habitants de la RPD et de la RPL que le parti Russie Unie va élaborer un programme sur 3 ans pour le développement socio-économique du Donbass. L'intégration avec la Russie, elle était très visible par le fait que déjà à l'entrée, les gens qui n'avaient pas encore pu faire les démarches pouvaient remplir les formulaires pour obtenir le numéro de sécurité sociale russe et s'inscrire sur le portail Gosslugi, donc c'est le portail administratif en ligne qui va permettre aux gens de voter à distance par vote électronique. Et à l'étage, les gens pouvaient remplir le formulaire pour devenir ces membres, pour l'instant, ces membres qui soutiennent les députés du parti Russie Unie. Et au bout de 6 mois, tu peux devenir membre de plein droit, du parti Russie Unie. Donc il y a pas mal de gens, entre autres parmi les autorités, des députés de la RPD, le maire de Gorlovka aussi, si je me souviens bien, qui ont rempli ce formulaire. Donc vraiment, on voit que même s'il n'y a pas de reconnaissance officielle de la Russie, en réalité, de plus en plus en RPD et en RPL, on est un territoire russe de facto. Voilà, ça devient de plus en plus ça. Et puis 2 jours après ce forum, ça a été la cérémonie commémorative des 7 ans du crash du vol MH17. Donc comme d'habitude, la cérémonie a eu lieu à Grabovo, le village où le plus gros de l'avion est tombé. Des habitants du village et des villages voisins sont venus avec des photos des victimes, comme chaque année. Je rappelle quand même que c'est des gens qui ont vu non seulement des morceaux d'avion tomber soit dans leur champ, soit dans leur jardin, pour certains sur leur maison,
maisons. Il y en a même qui ont eu des corps qui sont tombés dans leur maison quand même, donc c'est des gens qui ont été quand même bien traumatisés par cette catastrophe. Donc c'est des gens que ça a quand même beaucoup marqué. Il y en a certains qui pleuraient quand même en repensant à ce qui s'est passé il y a 7 ans. Cette cérémonie était l'occasion pour Denis Pouchiline de poser pas mal de pourquoi, hein, entre autres pourquoi l'enquête a été bâclée. Pourquoi les États-Unis n'ont pas fourni les fameuses images satellites qu'ils prétendent détenir, hein, ce genre de choses. Bon, je pense qu'on a tous la réponse, en tout cas tous ceux qui utilisent leur cerveau. Donc vous irez voir là aussi, j'ai filmé la cérémonie, j'ai mis des sous-titres en français, donc je pense que c'est intéressant que vous alliez voir. Bon, dans le même temps, on a appris via les collègues de Bonanza Media que le témoin Artyom, je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, qui avait été diffamé et piégé par Bellingcat, vous vous souvenez, il lui avait parlé via un compte créé à la va-vite sur Contact, sans photo ni rien, pour lui demander ce qu'il savait, qu'il risquait d'être convoqué au tribunal pour témoigner, etc., etc. Bon, Artyom, il voit un compte fraîchement créé, pas de photo, le mec il dit qu'il est journaliste, mais il n'y a aucune preuve. Donc, bon, il avait joué un peu les cons, Artyom, il avait dit moi je sais rien, je suis au courant de rien, tu sais, parce que tu sais pas si c'est pas un agent du SBU ou si tu veux de l'autre côté. Après le coup de l'enlèvement de Vladimir Tsemar, les gens sont devenus très 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 prudents, surtout ceux qui ont vu des choses qui ne collent pas avec l'enquête officielle concernant le MH17. Et donc suite à ça, Bellingcat avait dit qu'il avait renié son témoignage en disant qu'en fait il n'avait rien vu, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste que quand tu sais pas qui est en face, tu es extrêmement prudent, surtout avec ce qui s'est passé. Malgré le fait que Bonanza Media a prouvé que Artyom ne reniait absolument pas son témoignage et qu'il a montré la conversation en question, au lieu de s'excuser et de corriger l'article ou de le retirer, Bellingcat s'est enferré dans ses mensonges et a laissé l'article en place. Donc au bout de plusieurs mois, Artyom a dit bon, ça va bien, puisque c'est comme ça, hop, dépôt de plainte pour diffamation. Je vous avais dit il y a quelques mois en arrière que les plaintes contre Bellingcat allaient se multiplier. J'avais déjà l'information, je veux dire, je le savais déjà que y allait en avoir d'autres, et c'est pas la fin. Il va y en avoir de plus en plus, parce que avec les méthodes douteuses qu'ils utilisent, au bout d'un moment, trop c'est trop, quoi. Il y a un certain nombre de gens qui estiment qu'à un moment faut les arrêter, parce que sinon on sait pas où ils vont continuer encore. Enfin, je veux dire, ça a été quand même très très grave. Je rappelle quand même qu'ils ont accusé les journalistes de Bonanza Media de travailler pour le GRU. Bon, je connais Max, je connais Yana, bon, faut arrêter les bêtises, mais Max, ça a été très très dangereux pour lui, cette accusation, et d'ailleurs il a porté plainte, alors lui contre The Insider, qui est le pendant russe de Bellingcat, pour cette accusation. Donc je veux dire, il y a un moment où il va falloir mettre le nez de ces gens-là dans le caca, parce que ça commence un peu à bien faire. Sur le plan judiciaire concernant le MH17, donc pour l'instant les audiences sont suspendues pendant l'été, c'est les vacances, elles reprendront début septembre. Bon, il y a déjà eu quelques premières audiences pendant lesquelles la Cour a commencé à entendre l'affaire sur le fond. Donc comme je l'avais dit, ils ont été visiter la reconstruction du cockpit avec les avocats de Poulatov et ceux des familles des victimes pour déjà se faire une idée, etc. Donc ça c'est pas mal. Ils ont auditionné un expert d'Almazantey qui a expliqué que si c'est un book, ça peut être que l'ancienne version du book, le 9M38, et pas du tout la version récente qui est utilisée par l'armée russe. Il a quand même rappelé que les derniers de ce type-là ont été livrés en 1986 avec une durée de vie maximale de 25 ans, ce que je vous ai déjà expliqué, qu'en 2011 l'Ukraine a demandé à Almazantey des infos pour est-ce qu'on peut encore utiliser les missiles, on peut prolonger leur vie, etc. Bon, Almazantey leur a dit écoutez, l'armée russe ne le fait pas parce que c'est dangereux pour les équipages de combat, comme je vous ai dit, j'ai des vidéos d'entraînement de l'armée ukrainienne où ils utilisent donc ces boucs complètement périmés, et il y en a un, il explose juste après le décollage. Je veux dire, les mecs qui étaient dans le lanceur de boucs en dessous, ils ont dû entendre les cloches sonner, Enfin, je veux dire, je pense qu'il y en a un petit paquet qui ont été commotionnés quand même. Tu fais pas ça. Je veux dire, quand même le constructeur te dit non, faut pas faire ça. Je veux dire ça, il a dit moi l'armée russe, ils ont déjà liquidé leur stock. En outre, l'expérience d'Almazantey, je rappelle qu'Almazantey était quand même le seul à faire une vraie expérience grandeur nature et pas le machin qu'ils ont fait en Finlande avec
trois bouts de machin et un missile qui va pas, enfin bref. Ils ont prouvé que ça peut pas, le bouc ne pouvait pas venir de Pervo-Maïski, comme indiqué dans l'enquête du gîte, mais de Zaroshenskoye, qui, alors, le village était sous contrôle ukrainien, semble-t-il, d'après les informations qu'on avait à ce moment-là. Donc, je veux dire, ça colle pas. Bon, malgré ça, l'accusation, bien entendu, reste sur son histoire de Pervo-Maïski. Pire, alors les procureurs continuent de dire que les données russes qui prouvent que le morceau de missile Buk qu'ils ont présenté, que le gîte a présenté, il avait été livré à l'Ukraine du temps de l'URSS, je vous en avais parlé. Alors, ils ont dit oui, les données ont été manipulées et trafiquées. Mais sauf que la Russie a souligné qu'ils sont jamais venus authentifier les documents sur place. La Russie les a invités, elle a dit mais venez regarder les papiers, venez regarder les documents. Non, ils ont fait non, on n'a rien entendu. Voilà. Donc ils sont jamais venus sur place. Donc explique-moi comment tu peux certifier que des documents sont authentiques ou falsifiés sans être venu les regarder. C'est magique. C'est des procureurs magiciens, tu vois, c'est génial. Et bien sûr, en Ukraine, pas un seul papier introuvable sur ce qui est advenu du missile. Ça aussi, c'est magique. Autre truc assez significatif, en plus du fait qu'ils refusent d'ouvrir les 18 conteneurs qui contiennent tous les morceaux de l'avion qu'ils n'ont pas collés sur le squelette de reconstruction, ce qui déjà en soi est anormal, parce que normalement une enquête sur un accident d'avion, tu dois reconstituer l'avion au maximum de ce qui est possible pour être sûr de ne pas louper un élément important. Voilà. Autre refus du tribunal, celui d'auditionner l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski. Je rappelle quand même qu'il y a dans une vidéo dans laquelle il dit plus ou moins qu'il est impliqué dans le truc quand même. Mais non. Le juge a estimé que non, on voit pas en quoi une enquête là-dessus ça apporterait quelque chose. Ah bon ? T'as un oligarque ukrainien qui te dit dans une vidéo qu'il est potentiellement impliqué dans le crash de l'avion, mais tu vois pas où est l'intérêt. Ok, bon. Je pense que ce tribunal, la partialité de ce tribunal n'est plus approuvée, faut arrêter le délire, c'est un tribunal de la honte, c'est vraiment n'importe quoi, comme je l'ai dit, en comparaison avec ça, les procès staliniens, c'était du haut standard de justice. Mais premium, en comparaison. C'est vraiment le procès de la honte, je veux dire. Témoin anonyme, 18 conteneurs de morceaux de l'avion que les juges refusent d'ouvrir. Igor Kolomoïski qui dit dans une vidéo qu'il semble être impliqué dans le machin. Non, on voit pas quel est l'intérêt d'aller l'interroger. Je veux dire, les États-Unis fournissent pas d'images satellites. Non. L'expert d'Almazante t'explique textuellement, te donne toute la démarche pour expliquer comment ils ont calculé que c'est pas possible que le missile soit venu du sud de Snezhnoye mais qui venait de Zaroshenskoye. Non, les mecs s'enferment dans leur truc. Bon, je veux dire, ok, vous avez un scénario, vous y collez, on a tous très bien compris, c'est vraiment une parodie de justice. Je comprends même pas comment les familles des victimes peuvent accepter ce cirque. Pour moi, ils ont vraiment été lobotomisés par les autorités néerlandaises, c'est pas possible. Bref. Et puis on va parler Ukraine, Russie, mais aussi Allemagne, États-Unis, puisque ça y est, l'Ukraine vient de perdre son levier de chantage lié au transit du gaz russe, puisque les États-Unis et l'Allemagne ont conclu un accord concernant Nord Stream 2, qui va donc pouvoir finir d'être construit tranquillement. Puis c'est clair, quand on voit l'accord, on comprend pourquoi l'Ukraine pète un plomb, parce que niveau compensation, c'est très loin de ce qu'ils ont demandé. Puisqu'en gros, l'Allemagne et les États-Unis vont aller filer 3 copecs à l'Ukraine pour développer l'éolien et le solaire et réduire, soi-disant aider l'Ukraine à réduire sa dépendance tant énergétique qu'économique vis-à-vis du gaz russe et son transit, ce que je vois pas comment, parce que c'est pas avec les quelques millions qui vont, j'appelle ça des copecs, parce que comparé aux 3 milliards que rapporte le transit de gaz russe à l'Ukraine, si vous voulez, c'est des copecs. Je veux dire, faut appeler les choses comme elles sont. Berlin et Washington vont essayer de convaincre la Russie de re-signer un contrat de 10 ans de transit de gaz avec l'Ukraine. Les mecs, non mais c'est... Non. Je dirais la seule raison pour laquelle la Russie a prolongé de 5 ans, même pas de 10 ans, de 5 ans, c'est parce que Nord Stream 2 avait été bloqué à cause des sanctions américaines.
Mais ils ont... Non. Enfin, la Russie donne des signaux en mode oui, non, mais on est prêt à continuer le transit via l'Ukraine si c'est rentable et que le réseau de tuyaux est encore en état. Sauf que le réseau de tuyaux, il est plus du tout en état parce qu'ils entretiennent rien, donc le truc il tombe complètement en morceaux et qu'en plus c'est pas rentable. Donc, les conditions que réclame l'Ukraine sont pas viables. Donc, je veux dire, à un moment faut arrêter. Ils ont tellement craché sur la Russie. Faut arrêter le délire. Je veux dire, si réellement il y avait une guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait cessé aurait coupé le robinet du transit de gaz russe. Je veux dire, non mais à un moment faut être logique. Et le troisième point, donc, c'est que l'Allemagne s'engage à prendre des mesures tant au niveau national et à rechercher des mesures efficaces au niveau européen, y compris des sanctions, si la Russie essaie d'utiliser en gros le gaz comme une arme énergétique pour faire du chantage, ou si elle, soi-disant, commet de nouveaux actes d'agression contre l'Ukraine, sauf qu'elle a commis aucun acte d'agression contre l'Ukraine, donc bref. Comme je dis, c'est du grand n'importe quoi. Promettre d'essayer de convaincre la Russie, ça engage à rien. Voilà. Là, les États-Unis et l'Allemagne ne se mouillent pas du tout. Voilà. Parce qu'ils sont conscients aussi qu'ils ont quasiment aucune chance de réussir à convaincre Moscou de signer un nouveau contrat de 10 ans avec l'Ukraine. Et le troisième point, c'est pareil, parce que essayer d'obtenir un consensus en Europe concernant les sanctions pour limiter l'importation de gaz russe, alors que les tuyaux reliant le Turkish Stream à la Serbie et à la Hongrie viennent juste de finir d'être posés, je pense que ça promet un nouveau beau bordel au sein de l'Union Européenne. Ça va être une nouvelle crise interne où ils vont se taper sur la gueule entre les Polonais et les Baltes d'un côté, les Hongrois, les Serbes et les autres de l'autre. Non, ça va être le bazar. Non, c'est même au niveau national, de toute façon, elle peut pas se passer du gaz russe, Mouti Merkel. Hein. Je l'ai déjà expliqué. Ils ont renoncé au nucléaire en Allemagne. Donc sans le gaz russe, les prix de l'électricité qui sont déjà phénoménaux en termes de c'est horrible, hein, les prix, je crois qu'ils sont les plus chers d'Europe, ou parmi les plus chers d'Europe, en Allemagne. Là, si elle importe du gaz venant des États-Unis, mais laisse tomber, quoi. Le prix de l'électricité en Allemagne, ça va coûter plus cher que l'or, quoi. Donc, non, là, Merkel a clairement dit que là, c'était... Non. Et c'est pour ça, Biden a bien compris que là, s'il mettait encore un nouveau train de sanctions, déjà de 1, il n'empêcherait pas la finition de Nord Stream 2, mais que par contre, il allait se foutre l'Allemagne à dos. Et ça, c'est pas une bonne idée, si tu veux. Hein. Donc là, il fallait la jouer autrement. D'où le fait qu'ils ont fait cet accord. Mais le problème qu'ils n'ont pas compris, tant en Ukraine qu'aux États-Unis, et qui a mené à cet énorme fiasco, c'est que le pays qui a le plus besoin du projet Nord Stream 2, c'est pas la Russie, c'est l'Allemagne. Ce que j'ai dit là, les Russes, c'est ce que je vous ai déjà dit. Si le gaz que la Russie ne vendrait pas à l'Europe, elle peut le vendre à la Chine. Je peux vous assurer que la Chine, elle en a besoin. Hein. Il y a déjà Force de Sibérie qui est entrée en fonction. Ils sont en train de faire Force de Sibérie 2. Je veux dire, croyez-moi, hein, si vous achetez pas le gaz russe en Europe, les Chinois, mais ils vont se jeter dessus, il n'y a pas de problème. Donc des acheteurs, il y en aura. Si l'Europe refuse le gaz russe, la seule chose qui va se passer, c'est que soit vous allez vous geler les miches, soit vous allez payer vos factures de chauffage et d'électricité 3 fois plus cher. C'est tout. Parce que vous allez devoir faire venir par méthanier du gaz qui est de l'autre côté de l'océan. Je veux dire, à un moment, il faut quand même réfléchir un petit peu. Puis c'est pas écolo en plus, hein, je veux dire. Donc, c'est clair que là, l'Allemagne, c'est sa sécurité non seulement énergétique, mais aussi économique. Parce que bon, l'électricité, il n'y a pas que le consommateur lambda, on va dire, qui la paye. T'as aussi les entreprises. Fait gonfler encore la facture d'électricité des entreprises allemandes, elles vont plus du tout être rentables. Donc les patrons allemands, ils sont pas du tout pour des sanctions contre le gaz russe. Et ça, Merkel, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle a défendu cette position extrêmement dure là-dessus. Parce que là, c'est no passaran. Là, non, là c'est hors de question. Donc ils ont négocié cet accord avec les États-Unis pour sauver la face. Pour éviter qu'on en arrive à une confrontation ouverte entre les États-Unis et l'Allemagne sur ce dossier.
Mais bon, comme je dis, au niveau compensation, vous voyez que pour l'Ukraine, c'est des copecs, quoi. Hein, quelques millions pour développer l'éolien et le solaire, mais vous croyez vraiment que ça va compenser pour le fait que l'Ukraine va devoir réellement, cette fois, importer du gaz qui viendra depuis l'Europe, mais qui sera aussi du gaz en partie russe, mais pas seulement, mais là, ils vont le payer au prix fort. Là, ça va plus être seulement des certificats de complaisance pour dire que le gaz est allé en Slovaquie et qu'il est revenu et que maintenant il est devenu européen, si tu veux, quoi, tu vois. Là, ça va plus être la même, niveau prix. Hein. Donc là, pour l'Ukraine, c'est vraiment la même. D'ailleurs, les États-Unis avaient anticipé, ils leur avaient dit de la boucler, ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont gueulé, bien entendu. Et puis, bon... Je vous dis, pour moi, il n'y aura pas de signature d'une prolongation de 10 ans, ou alors avec un transit vraiment minimal, où ils vont vraiment perdre plusieurs milliards par an. Et ça, pour le budget de l'Ukraine, ça va être une catastrophe, quoi. Puis bon, la partie sur, je vous dis, l'Allemagne qui prendra des sanctions contre la Russie si jamais il se passait quelque chose. Si l'Ukraine réellement provoquait une réaction militaire de la Russie dans le Donbass, ou si elle l'a provoqué en Crimée, si tu veux, je pense que Mouti Merkel, elle s'assiera sur l'accord aussi vite qu'elle s'est assise sur l'accord qui avait été conclu entre Yanukovych et l'opposition en 2014. Je rappelle, cet accord conclu entre autres avec les ministres des Affaires étrangères allemands, polonais et français a tenu 24 heures. D'accord ? Il n'y en a aucun qui a eu un problème de conscience sur le fait de faire genre on n'a rien signé, tu vois. Donc, je pense qu'une fois que Nord Stream 2 sera construit et opérationnel, s'il se passe quelque chose, Mouti Merkel... trouvera bien une excuse, hein, moi j'ai signé que dalle, hein, ou alors ce sera son successeur, donc voilà, hein, je veux dire, faut arrêter, elle fera genre, on n'a pas trouvé de consensus, on a limité l'importation de gaz russe de 2%, voilà, enfin, tu vois, des conneries comme ça, fin de l'histoire, quoi. Donc là, l'Ukraine, c'est bon, échec et mat. Et comme je le disais, donc la grosse news de cette semaine, ça a été le recours de la Russie contre l'Ukraine devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fait quand même des années que l'Ukraine passe son temps à attaquer la Russie avec des trucs bidons, genre discrimination des Tatars de Crimée et autres conneries. Bon, cette fois, Moscou a décidé de contre-attaquer, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie a pas fait dans la dentelle, puisque quand même dans sa plainte, elle accuse l'Ukraine, entre autres, de la mort de civils, d'emprisonnements illégaux, de torture, notamment sur le Maïdan, à Odessa et dans le Donbass, mort de personnes, dommages à la santé, destruction de biens, quand le territoire russe proche du Donbass a été bombardé en 2014, parce que je rappelle qu'ils ils ont bombardé aussi le territoire russe, l'armée ukrainienne. Ils ont fait des morts et ils ont fait des blessés, entre autres des gardes frontières, il y a eu un fermier qui a été tué, je crois que sa femme avait été blessée ou inversement, donc je veux dire, il y a eu des victimes civiles et des gardes frontières qui se sont fait bombarder la gueule en 2014, donc par l'armée ukrainienne, donc bon, ça aussi elle doit en répondre. Est accusée aussi l'Ukraine de suppression de la liberté d'expression, persécution des dissidents, notamment politiciens et journalistes. Bon, j'en ai assez parlé, je pense que ça n'a plus besoin d'être prouvé. La discrimination contre les russophones et l'éviction complète de la langue russe, discrimination contre les entreprises et entrepreneurs russes, la privation des résidents du sud-est de l'Ukraine, donc du Donbass, de la possibilité de voter lors des élections, le blocus de l'eau de la Crimée, le fait que l'Ukraine n'a jamais puni les attaques contre les missions diplomatiques, consulaires et autres de la Russie, et elle accuse l'Ukraine d'être responsable du crash du MH17 parce que l'Ukraine n'a pas fermé son espace aérien au-dessus de la zone de combat. Ce que je vous dis depuis aussi plusieurs années, donc ce qu'elle aurait dû faire normalement. Alors il semble que l'article de Vladimir Poutine sur l'unité historique des Ukrainiens et des Russes que j'ai traduit et que je vous encourage à aller lire, il est sur Donbass Insider, certains avaient interprété ça comme le signal que sa patience était arrivée à bout, comme quoi, là on a trouvé quelle est la limite de la patience de Vladimir Poutine. Il est très patient quand même, mais bon, ça a une limite, comme tout dans cet univers, à part la connerie humaine.
Donc bah voilà, on en est arrivé à la première mesure qui est la plainte contre l'Ukraine auprès de la CEDH, c'est une première étape. Bon, l'Ukraine se vante bien sûr que Moscou n'obtiendra pas gain de cause, mais en fait ils n'ont pas compris que c'est ce que cherche à obtenir Moscou. Pour prouver définitivement que la CEDH est un organe plus politique que judiciaire, qui est complètement biaisé et partial, ce qui pourrait permettre de justifier à la Russie d'en sortir. Et puis alors là, ça sera fini les jugements à la con sur la non-reconnaissance du mariage homosexuel en Russie. Voilà. Bah oui, non, il faut réfléchir un petit peu. Hein, les Russes sont des joueurs d'échecs. Voilà, je vais vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, où le ministre de l'Intérieur, cet indéboulonnable Arsène Avakov, a quand même fini par dégager, il a donné sa démission. Alors au début, certains analystes avaient pensé que les Américains y étaient pour quelque chose, parce que il a donné sa démission juste après avoir rencontré le nouveau représentant spécial des États-Unis en Ukraine, George Kent. Des trucs troublants, le premier jour de son arrivée, ce gars-là n'est pas allé voir Zelensky, n'est pas allé voir le Premier ministre, n'est pas allé voir le président de la Rada, non, il est allé voir Avakov. Ça, quand même, c'est spécial. C'est carrément étrange, quand même, surnaturel. Bon, après, certaines infos sont sorties indiquant que cette démission d'Avakov serait plutôt liée au fait qu'il a couvert l'implication d'un de ses subordonnés, Sergei Karatik, qui est surnommé Botsman, dans l'affaire du meurtre de Pavel Sheremet. Donc, j'ai traduit un article qui déclare, mais à vérifier, parce que c'est beaucoup des déclarations et des choses comme ça, c'est basé sur très peu de choses au final. Hein. Mais qu'il semble que toute la bande de néo-nazis dont je vous avais parlé, qui avait été arrêtée il y a 1 an et demi, 2 ans, il semble que c'était que des lampistes, et que ce serait Karotir qui serait le véritable organisateur de cet attentat qui a coûté la vie au journaliste Pavel Sheremet. Il semble que ce dernier l'avait menacé de dévoiler ses affaires pas très nettes et entre autres des histoires de blanchiment d'argent, mais aussi d'attentats à la bombe. Le Botsman, il semble qu'il avait déjà commis un attentat à la bombe en Russie avant de continuer une petite série d'éliminations de gens problématiques avec la même méthode en Ukraine. Et il semble qu'Avakov a tout fait pour protéger son petit subordonné, ce qui lui aurait coûté sa place de ministre. C'est une piste intéressante à vérifier, comme je dis, parce que c'est beaucoup basé sur des déclarations de tout un paquet de criminels, donc bon, les mecs peuvent aussi essayer de se jeter de la merde l'un sur l'autre. À vérifier. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, à Kiev, j'ai dû faire une sélection, parce que j'en avais plein. J'avais le SBU, puis là une cour de justice qui convoque Sergei Shoigu, qui est quand même le ministre russe de la Défense, à Mariupol. Voilà, pour répondre de ses crimes, etc. Alors bon, il y a plein de gens qui se sont foutus de leur gueule, qui ont dit que les Ukrainiens feraient bien de se méfier, les autorités ukrainiennes surtout, parce que Shoigu pourrait les prendre au pied de la lettre, et décider de venir, mais pas tout seul si tu veux. Ouais, voilà. Il pourrait venir avec quelques chars, 2-3 avions de combat, des blindés, et puis quelques troupes. Non, sérieusement, il faut que vous arrêtiez les conneries, les mecs. Arrêtez ce genre de bêtises. Non, je vous en ai trouvé un autre, qui est pas mal. Je vous dis régulièrement que les soldats ukrainiens sont quand même de sacrés tanches. Bon, on me dit que j'exagère. Pas tant que ça, parce que les mecs sont tellement beurrés ou nuls, voire les deux à la fois, que lors d'exercices militaires Cossack Mace 2021 dans la région de Nikolaïev, l'équipage d'un char d'assaut T-64 de la 54e brigade de l'armée ukrainienne a tellement mal tiré qu'un de ses obus est tombé dans le jardin d'une maison située en périphérie du village le plus proche. Je vous montre les images filmées par les habitants. Alors heureusement, il n'y a eu aucune victime. Une enquête a été lancée pour négligence. Alors moi, à leur place, je commencerai déjà par un test d'alcoolémie pour vérifier combien de grammes de sang les soldats ukrainiens avaient encore dans l'alcool. Non, parce que là, c'est plus des grammes d'alcool dans le sang, c'est des grammes de sang dans l'alcool, parce que c'est pas possible. Je veux dire, les polygones, surtout pour les chars d'assaut, je veux dire, pour en avoir visité ici, c'est quand même d'énormes champs
vide sur des kilomètres. Pour que justement, il n'y ait pas de risque pour les gens, pour les civils, quand les mecs s'entraînent, hein, que si jamais il y a une erreur de tir, le truc il va tomber plus loin, il va tomber dans un champ, c'est pas grave. J'ai regardé la carte de l'endroit, je sais pas comment ils ont fait. Parce que y a quand même une bonne distance entre la zone de tir et le village, et je comprends pas comment les mecs ils ont pu faire une erreur de tir pareille, c'est pas possible. Je veux dire, c'est surnaturel ça aussi. Alors je vous mets aussi un pendant ce temps-là à Londres, parce que là on a eu un journal anglais, le Mirror, qui a complètement pété les plombs, mais complètement. Hein. Je vous montre l'article, hein, en nous sortant que le fait que la Russie a un nouveau blindé amphibie ravive les craintes d'une attaque de Moscou contre l'Ukraine, parce qu'il faudra peut-être attaquer l'Ukraine par la mer. Les mecs sont tellement en mode parano qu'ils nous sortent dès le début que les images qui montrent le nouveau Sprout SDM1, oui c'est son nom, Sprout, sont glaçantes. C'est vrai que c'est horrible, hein. Tu vois la photo d'un char d'assaut, t'as la chair de poule, hein. Faut arrêter là quand même, hein, les mecs, voilà. Hein. Ils te disent donc ces images glaçantes montrent la Russie en train de mettre à l'épreuve un nouveau char de combat amphibie mortel. Ah bah oui, un char d'assaut, oui, c'est forcément mortel, c'est pas le carrosse de la Belle au bois dormant. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire, les mecs sont payés pour écrire des trucs comme ça. Bref. Alors, après, il continue, je vous passe la partie où il nous donne toutes les caractéristiques techniques du truc. On pense qu'il est destiné à projeter la puissance russe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais cette nouvelle arme a également renforcé les craintes que le Kremlin et l'Ukraine voisine dans sa ligne de mire. Tout assaut contre l'Ukraine pourrait nécessiter une attaque côtière avec des véhicules blindés. Le blindé serait également parfait pour traverser les réseaux fluviaux complexes de l'Ukraine. Bon, le mec qui a pondu ça, faut l'envoyer pointer au chômage. Non, parce que là, c'est plus possible. Ah, là, faut le mec qui pourrait se recycler comme vendeur de frigo pour les Esquimaux sur la banquise. Non, parce que non, vous avez jamais regardé une carte, hein? Non, parce que la Russie et l'Ukraine ont quand même à peu près presque 2000 km de frontières terrestres en commun. 2000 km. Donc, explique-moi pourquoi la Russie devrait se faire chier à attaquer par la mer. Déjà, ça colle pas. Ok, on comprend pas, il n'y a pas de logique là-dedans, militairement parlant. Et puis, pour franchir les rivières, je rappelle quand même que les BTR, les MTLB et d'autres véhicules qui sont très largement en dotation, beaucoup plus que cet engin, ils en ont je crois 24 pour l'instant dans l'armée russe, hein. Les BTR et les MTLB, donc les BTR c'est les véhicules de transport de troupes blindés, on en a aussi, ils sont amphibies. Ils sont amphibies et ils gèrent très bien le fait d'aller patauger dans la mer. On l'a vérifié puisque les RPD avaient organisé il y a quelques années de ça un exercice de ce type en mer d'Azov, hein, donc dans la petite partie de la mer d'Azov qui est sous notre contrôle, avec des BTR de la milice populaire. Hein. Je veux dire, je suis pas arrivé à retrouver la vidéo, mais je m'en souviens très clairement. Je me semble que c'était des blindés du bataillon Somalie, du bataillon de Givi. C'était encore à l'époque où il était encore en vie, si je me souviens bien, puisqu'il avait supervisé les exercices. Donc je veux dire, on l'a fait, on a essayé le truc d'envoyer des BTR patauger dans l'eau salée, donc ça marche sans aucun problème, donc on voit pas ce que cet engin apporte de plus, bref. Et puis en plus, pour ce qui est des rivières, la technique des ponts flottants, la Russie la maîtrise très très bien. Je vous montre une petite vidéo de l'armée russe qui montre qu'en quelques minutes à peine, les soldats du génie de l'armée russe sont capables de t'installer un pont sur lequel tu peux faire passer des engins qui font jusqu'à 60 tonnes. Au KLM. Donc si tu veux... ton machin, il apporte rien par rapport à l'équipement que l'armée russe a déjà, donc je vois pas en quoi c'est plus dangereux maintenant pour l'Ukraine que la Russie et cet engin-là. Voilà. Donc le Mirror, vous pouvez classer ce journal dans la catégorie juste bon à faire du papier toilette. Ah non, parce que là c'est carrément ça, faut arrêter les bêtises. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce site rep, le dernier de ce mois-ci, puisque, comme je l'avais annoncé,
Semaine prochaine et la semaine d'après, je prends enfin des vacances, 15 jours de vacances, donc pendant 2 semaines, vous n'aurez pas de site rep, on se retrouvera dans 3 semaines. Je vous encourage à aller lire l'article de Vladimir Poutine sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, c'est super instructif, c'est super intéressant, et c'est très bien écrit en plus. Et bon, pendant ces 2 semaines, les news en anglais continueront d'être publiées sur Donbass Insider, ma collègue prend le relais, voilà, j'ai assuré pendant qu'elle n'était pas là, et maintenant c'est elle qui va prendre le relais pendant que je suis en vacances. Donc voilà, je vais me reposer pendant 2 semaines, donc ne vous inquiétez pas du silence radio tout à fait normal. Voilà, je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.